Donc, un webinaire sur l'innovation par les usages qui va s'organiser sur 5 parties. Donc déjà, un premier temps sur pourquoi s'intéresser aux usages. Ensuite, des exemples de produits ou de projets qui ont été réalisés selon ces démarches-là. Ensuite, qu'est-ce qu'une démarche d'innovation centrée sur les usages, les lieux et structures de l'innovation par les usages, et on terminera par le design thinking, qui est une méthodologie d'innovation par les usages. Alors, pourquoi s'intéresser aux usages? Eh bien, par exemple, pour éviter ceci. Donc, ça, c'est une photo d'un campus américain, et donc on voit bien que les habitants, les utilisateurs de ce campus ne prennent pas la route, mais prennent un chemin qui leur permet d'aller plus vite d'un point A à un point B. Donc là, typiquement, si on était allé sur le campus avant de faire les routes, on se serait aperçu qu'il y a des chemins privilégiés que les gens prennent et ça aurait évité d'abîmer l'herbe et de faire plutôt un chemin qui permettait de mieux se déplacer sur le campus. Alors, quelques petites statistiques de la Sofrest. On a presque 80% des lancements de nouveaux produits qui échouent. Donc, c'est une belle proportion. Et dans ces échecs, 45% de ces échecs sont liés à une inadéquation entre les produits proposés et les attentes des clients. Donc, c'est vraiment 45% sur des problématiques d'usage où on ne s'est pas posé la question de cette innovation, ce produit, ce service, est-ce qui correspondait bien à un besoin. Alors, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on peut se dire, on va questionner les utilisateurs avant d'imaginer des nouvelles solutions. Alors, vous connaissez ce monsieur, c'est Henry Ford. Et donc, qu'est-ce que dit Henry Ford? Il dit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Donc, c'est bien de questionner les utilisateurs, mais les utilisateurs, ils ne vont pas vous donner la solution à un problème. Ils vont dire, moi, aujourd'hui, mon problème, c'est que à cheval, je vais pas assez vite ou je perds du temps. Mais ils ne vont pas dire, il faut inventer une voiture. Eux, ils vont vous communiquer une problématique, une difficulté, un problème qu'ils rencontrent dans leur usage. Autre exemple sur le fait de questionner les utilisateurs, donc c'est vous connaissez peut-être l'histoire du New Coke. Donc c'est en 85, le PDG de Coca à cette époque-là a annoncé qu'il allait imaginer un nouveau goût à cette boisson. Après 100 ans de recettes inchangées, donc il va lancer le New Coke. Alors pourquoi ce changement? C'était pour remporter la bataille contre Pepsi qui à l'époque était plus apprécié du public, notamment au niveau du goût. Donc ils font un nouveau Coca. Donc après de nombreux tests réalisés quand même auprès de 190 000 consommateurs, donc ça fait une grosse campagne de tests où ils ont testé à l'aveugle l'ancien Coca et le nouveau Coca et les résultats montraient que les gens préféraient le nouveau. Donc, ils lancent le nouveau Coca avec une campagne de communication qui dit comme slogan « Le meilleur le devient plus encore ». Et donc, le Coca disparaît au profit du nouveau Coca. Et donc, ce changement va provoquer un tollé dans la population. Les lignes téléphoniques vont être saturées, il va y avoir des groupes de protestation, des manifestations. Et donc, certains des consommateurs américains vont dévaliser les magasins pour racheter les anciennes versions du Coca, de peur de perdre ce qu'ils avaient connu avant. Donc, au bout de 79 jours, Coca annonce le retrait du nouveau pour remettre l'ancien. Bon, tout ça pour dire que ce n'est pas parce que les consommateurs à un moment disent, surtout dans un test à l'aveugle, qu'ils préfèrent le nouveau, qu'il faut forcément changer. Donc, le questionnement des utilisateurs sous le format de questionnaire ou de tests de ce type-là est à prendre avec des pincettes. Donc, finalement, si les questionnaires, ça ne marche pas, si questionner les utilisateurs, ce n'est pas forcément la solution, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, comment je passe à la suivante? Donc, les usages, qu'est-ce qu'on va regarder en fait? Donc, on va plutôt regarder des adaptations de qu'est-ce que les gens font avec les produits qu'ils ont dans leur quotidien, comment ils les transforment pour que ça s'adapte à leurs usages. Donc là, vous voyez des petits exemples. Donc, par exemple, quand on lit un livre et qu'on n'a pas de marque-page, on met sa main pour savoir à quelle page on est.
Quand on est dans un parc et qu'on veut lire un journal, pour ne pas se casser la nuque, on met son bras ou son sac à dos à l'arrière de sa tête. Ou là, la chaise dont on a coupé les pieds pour qu'elle s'adapte à une entrée de maison sur laquelle il y a des escaliers. Donc voilà, c'est ça, le fait d'aller questionner les usages, d'aller voir comment les gens transforment les objets du quotidien pour que ça réponde à leurs usages. Donc, quand on parle des usagers, donc on parle évidemment de l'utilisateur final, mais on parle aussi de toute la chaîne des utilisateurs qui vont être concernés à un moment par un produit. Ça veut dire que ça va être la personne qui le vend, la personne qui le fabrique, la personne qui va le prescrire, la personne qui va venir le réparer s'il y a besoin. C'est toutes les communautés d'utilisateurs et c'est également ceux qui ne sont pas clients aujourd'hui ou qui sont réfractaires. C'est toujours intéressant d'aller chercher pourquoi ces personnes non clients habituellement refusent le produit ou ne sont pas prêtes à aller l'acheter. Quand on parle des utilisateurs, il ne faut pas réduire les utilisateurs à l'utilisateur final. Alors, quelques exemples de produits ou de services qui ont utilisé ces démarches. Donc, le premier exemple, c'est une banque, Bank of America, qui, au début des années 2000, s'est posé la question d'ouvrir de nouveaux comptes d'épargne ou d'attirer de nouveaux clients. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour ça? Donc, ils ont choisi en fait de travailler plutôt sur une approche terrain, c'est-à-dire d'aller voir des utilisateurs ou des clients potentiels. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui les intéresserait voilà, dans l'idée d'avoir un nouveau produit d'épargne. Donc, c'est l'agence IDEO, qui est une agence américaine, qui a été une des premières agences à utiliser les démarches de design thinking, qui a travaillé sur ce projet-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Donc, ils sont allés dans la rue, ils ont interrogé des familles, ils ont regardé des personnes faire leurs courses, faire leurs comptes. Et donc, toute cette étude terrain leur a montré différentes choses, mais ils ont surtout identifié deux tendances. La première, c'est que quand les gens font leur compte, ils ont tendance à arrondir au dollar supérieur. Pour des raisons évidentes, c'est plus facile de faire ses comptes. Et les familles monoparentales n'ont pas la capacité d'épargner. Donc ça, c'est les deux grandes tendances observées par l'agence. Donc avec ça, voilà, ces deux problèmes, deux tendances qu'ils ont identifiées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont fait des sessions de brainstorming, donc en mélangeant différents types de publics. Donc il y avait des chefs de produits, des experts financiers, des ingénieurs en informatique, des experts bancaires, des gens comme vous et moi, donc, qui n'avaient rien à voir avec la banque, mais qui avaient un compte. Et toutes ces sessions-là ont abouti à 80 idées de produits. Ces 80 idées de produits, elles ont été sélectionnées d'abord sur 12 et ils en ont retenu une. Et l'idée retenue était celle-là. Donc, un service qui s'appelle Keep the Change. Le nom a été trouvé lors des séances de brainstorming, donc garder la monnaie. Et le principe était le suivant: quand on paye quelque chose, voilà, comme un café par exemple, 1,50 $, notre carte de crédit débite 2 $ et la différence, donc les 50 centimes, vont sur un compte d'épargne. Donc ça, c'était l'idée. Et évidemment, avant de la déployer, il fallait la tester. Donc comment tester une idée de service sans forcément mettre en place le service? Donc ils ont créé un site internet avec une petite BD qui racontait cette histoire de café. Donc on voit quelqu'un qui paye son café et l'épargne qui va sur son compte. Et ils ont testé ce concept auprès de 1600 consommateurs. Voilà, donc les tests ont été très positifs. Ils ont ajouté des fonctionnalités liées à l'arrondi. Quand le compte était plutôt proche du rouge, le passage d'épargne ne se faisait pas. Et donc les résultats, donc après un an, ils ont eu 2,5 millions de clients en plus, 700 000 ouvertures de comptes courants, 1 million de nouveaux comptes d'épargne, et rien qu'au bout de 3 mois, il y a eu 200 000 nouveaux clients qui ont pris leur compte dans cette banque pour avoir ce service-là. Alors, autre exemple, cette fois sur un produit. Alors, le produit en question, c'est ça, une glacière. Donc, vous êtes tous partis en pique-nique avec une glacière et vous avez tous constaté que c'est lourd à transporter,
qu'on ne peut pas emmener tout ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de roues, que c'est lourd à porter, que rien ne reste froid. Bon, bref, les aléas du pique-nique avec une glacière. Et suite à ces constats-là, on n'est pas vraiment sur la même démarche que dans le projet de la banque où il y a une vraie démarche de design thinking avec une observation de terrain, de la créativité, etc. Donc là, on est plutôt sur une démarche d'auto-évaluation de quelqu'un qui a fait des pique-niques avec une glacière et fort des problématiques qu'il avait pu rencontrer, il a créé cette glacière-là. Donc, c'est une glacière. Donc, on ne se rend pas forcément compte sur la photo, mais c'est vraiment une grosse glacière. Donc, elle a des roues, elle a comment ça s'appelle, un truc pour faire des jus. Là. Des assiettes sont intégrées dans le couvercle, il y a une prise USB, il y a des haut-parleurs. Voilà, c'est la glacière de 4e génération. Donc, il a fait une vidéo où on montre cette glacière en situation de pique-nique. Sur Kickstarter, il a demandé 50 000 $ et il a eu ça. Donc, comme quoi, quand ça répond bien à un usage et surtout à une problématique d'usage, un problème que les gens rencontrent dans leur quotidien et qu'on propose un produit qui répond à ce problème, voilà, ben, il y a eu 62 642 contributeurs pour une glacière. Alors, 3e exemple qui a aussi utilisé cette démarche-là, donc c'est le musée dauphinois à Grenoble qui, il y a quelques années, a monté une expo sur la mort, donc qui s'appelait Confidence d'outre-tombe. Et pour faire cette exposition, ils se sont associés avec 2 structures, donc la Casemate à Grenoble, qui est le CCSTI, et une société Site Conseil qui fait des outils pour les musées. Et donc, le musée dauphinois, pour ceux qui ne savent pas, c'est un musée très classique et très traditionnel à Grenoble, plutôt sur des expos, voilà, pas forcément très innovantes. Donc là, c'était une démarche complètement nouvelle pour eux. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif pour cette exposition qui la rende attrayante malgré le sujet. Donc, ils ont fait des petits temps de créativité avec 22 participants. Ces temps de créativité ont abouti à différentes idées, brouillons, schémas, dessins. Tout ça, ça a été analysé et 5 dispositifs ont été retenus. Donc, 5 dispositifs interactifs qui ont été choisis par le musée suite aux séances de créativité. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, le premier, donc vous avez sur la gauche le dessin qui a été fait lors des séances de créativité. Donc là, l'idée était d'avoir donc un squelette dans une boîte. Sur la boîte, un scanner, et quand on déplaçait le scanner le long du squelette, on pouvait voir les maladies que la personne de son vivant avait eues. Deuxième exemple, donc Miros, donc là dans les séances de créativité était sorti le désir de danser avec son squelette. Et donc c'est ce qu'ils ont mis en place. Donc c'était cet grand écran, là vous voyez l'image où en dansant, il y avait de la musique, le squelette en face dansait avec nous. Et j'ai pas l'exemple de celui-là là, qui s'appelait Stratos et qui était une fouille archéologique, donc un bac à sable avec les outils de l'archéologue et dans lequel on pouvait gratter, et au fur et à mesure qu'on grattait le sable, apparaissaient, suivant les profondeurs, différents objets. Donc cette expo a eu lieu pendant 1 an, et donc c'est l'exposition qui a eu le plus de succès parmi toutes les expositions du musée dauphinois. Et il y a des gens qui ne venaient jamais au musée, de nouveaux profils de visiteurs qui sont venus, et ça a également permis de valider cette démarche Living Lab, donc cette démarche d'innovation par les usages qui a été mise en place par la Casemate dans le cadre de la conception d'une exposition. Alors, un autre exemple, donc l'IRM. Pour les enfants, les petits, c'est souvent quelque chose qui est redouté par les petits, les parents, le personnel soignant, parce que quand on voit cette grosse machine, les petits n'ont pas vraiment envie d'y aller. Donc là, ils ont travaillé avec une agence sur comment rendre cet examen médical moins compliqué ou moins traumatisant pour les enfants. Et voilà ce qu'ils ont imaginé. Donc c'est l'IRM repensé comme, je ne sais pas, un bateau pirate ou et donc, c'est le fabricant de ces dispositifs-là qui a mis en place ça sur une démarche design thinking.
Et donc les résultats, c'est qu'il y a eu beaucoup moins d'usage de sédatifs, des enfants beaucoup plus calmes, des parents aussi, et le personnel médical qui pouvait faire son travail plus facilement. Alors, un exemple qui, pour le coup, est un exemple sur lequel la démarche d'usage a été faite, mais pas forcément jusqu'au bout. Donc, c'est un acteur de la dératisation qui a conçu un logiciel pour piloter la lutte antiparasitaire. Donc, ça permet de réaliser une cartographie du site. Il y a des algorithmes qui permettent de choisir où mettre les dispositifs à installer et on peut tracer tout ce qui se passe dans le site. Donc, il y a bien eu une étude d'usage qui a été faite auprès des ratiseurs. Voilà, tous trouvaient le sujet, le projet, le logiciel pertinent. Mais en fait, ça leur demandait un tel changement dans leur pratique, ce qui n'a pas forcément été identifié lors de l'étude d'usage. Aujourd'hui, les dératiseurs, ils continuent à utiliser leur carnet. Quand même, ils trouvent le logiciel hyper bien, parce que c'est le changement pour passer du carnet à souche où j'écris, où je fais mon plan de pièces et je dis je mets un piège là et un piège là, et ben c'est plus rapide. Et un dernier exemple sur un acteur de la puériculture qui jusqu'à présent, quand il travaille sur son innovation, fait une innovation essentiellement produit en faisant évoluer les caractéristiques du produit. Donc, on va changer la couleur, on va changer la forme, on va changer, voilà, mais sans se poser la question des problématiques d'usage que peuvent rencontrer les parents quand ils donnent le bain à leur bébé. Donc, il y a une étude qui est en cours pour comprendre l'expérience des parents avec le bain. Et donc, quand on va chez les parents et qu'on leur demande de comment ça se passe de donner le bain, on se rend compte qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas liés à la baignoire, mais qui sont liés au nombre d'enfants dans la famille, à la taille de la salle de bain, à l'endroit où ils vivent, si c'est un premier enfant ou si ce n'est pas un premier enfant, enfin toute l'expérience du bain qui est à re-questionner pour imaginer des innovations qui correspondent plus à la façon dont ils donnent le bain à leurs enfants. Donc là, l'étude terrain, elle est indispensable pour imaginer des solutions qui correspondent bien aux problèmes que vivent les utilisateurs. Et quand on dit étude terrain, ce ne sont pas des questionnaires, hein, c'est bien d'aller voir les gens sur place, dans leur vie de tous les jours, pour imaginer des solutions. Est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Ouais. Oui, oui. Oui, c'est bon. Oui. Ouais, parce que. Alors, donc les démarches d'innovation par les usages. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? Un peu. Alors, je n'arrive pas à passer. Donc, ce qu'on cherche à identifier, c'est la valeur d'usage du produit ou du service. Donc, quelle est la valeur de la solution que j'imagine pour les utilisateurs à qui je vais vendre cette solution? Pour questionner cette valeur d'usage, on va évidemment aller sur le terrain, donc sur des phases d'exploration, d'observer les utilisateurs dans leur quotidien, comment ils font, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Et ensuite, on va maqueter des solutions pour les prototyper ensuite et les tester à nouveau avec les utilisateurs. Et c'est quand on aura imaginé cette valeur d'usage qu'on va pouvoir travailler les questions de modèle économique. Comment je le vends, comment je le loue, comment je le donne, comment je ne sais pas quoi. Mais c'est que quand on aura identifié ça qu'on sera à même de réfléchir à la valeur économique et au modèle économique de la solution. Donc, l'idée, c'est bien de créer des solutions, des produits, des services qui correspondent aux besoins des utilisateurs et de placer l'utilisateur au centre du processus de conception tout au long du processus de conception pour pouvoir co-concevoir avec lui et être sûr qu'on ne fait pas fausse route au fur et à mesure que le projet, le produit se développe et avance. Alors là, vous ne voyez pas forcément très bien, c'est une citation de von Hippel. Von Hippel, c'est un chercheur du MIT
qui en fait montre qu'on est passé d'une innovation qui était proposée par des producteurs, par des entreprises, à une innovation qui vient du terrain, c'est-à-dire des utilisateurs. Et donc le paradigme change complètement parce que c'est les utilisateurs qui réadaptent des produits du quotidien, voire qui en inventent, et ensuite ces adaptations, ces inventions, elles sont reprises par des entreprises qui les développent. Donc Funnypal donne plein d'exemples de produits ou de services qu'on connaît aujourd'hui qui ont été créés comme ça. Le VTT, le skate, le kitesurf, les réseaux sociaux, ce sont que des innovations qui sont venues du terrain des utilisateurs qui ont été faites à un moment parce qu'ils en avaient besoin pour leur propre usage. De la même façon, le Internet a été créé au départ par un groupe de chercheurs qui avaient besoin d'un outil pour mieux communiquer. Et ça s'est diffusé après, mais au départ, c'était un besoin d'un groupe d'utilisateurs, ça ne venait pas d'une entreprise. J'ai un autre exemple, c'est les soldats de la guerre du Vietnam qui ont monté des fusils sur des avions cargo pour leur usage à ce moment-là, et c'est devenu le modèle du navire-hélicoptère. Vous pourrez lire Funnypal, il donne plein d'exemples de ce type-là, voilà, d'innovations qui sont parties des utilisateurs. Alors, IDEO, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est l'étude de la banque. Donc, Tim Brown, qui est le fondateur, dit « L'innovation est alimentée par une compréhension approfondie de ce que les gens veulent et ont besoin dans leur vie, de ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, dans la façon dont certains produits sont fabriqués, emballés, commercialisés et vendus. » Donc, c'est pour bien avoir en tête que le démarrage de ces démarches-là, c'est bien les problématiques que les utilisateurs rencontrent. Donc, quelques points à retenir. Donc, la compréhension de l'usage passe avant la technologie. On ne fait pas une technologie pour poser la question ensuite de à quoi ça va servir. Et ce n'est qu'un moyen pour donner une forme à la solution qu'on a imaginée pour répondre à une problématique utilisateur. Dans la conduite de ce type de projet-là, les interactions, les allers-retours terrain sont cruciaux, et surtout au démarrage pour identifier sur quoi on va proposer une solution. Et on implique systématiquement les utilisateurs tout au long du processus et ils deviennent des co-concepteurs, des co-acteurs pour explorer l'usage et imaginer des solutions. Donc voilà, un peu dans la même idée, l'innovation par les usages utilise l'information qui provient des utilisateurs, leur permettant de devenir des participants actifs aux activités d'innovation. Ces attentions sont portées aux pratiques et aux besoins à chacune des phases de conception, et évidemment, au plus on le fait tôt, au mieux c'est. L'objectif étant de développer des nouveaux concepts, produits, services qui répondent aux besoins des utilisateurs et à leurs valeurs. Alors là, un petit exemple de lieux et structures, parce qu'il existe des lieux qui sont là pour permettre cette innovation par les usages. Donc, certains, vous les connaissez. Donc, les Living Labs, d'abord. Donc, c'est des lieux où on va tester des innovations. Donc, l'idée, c'est de tester grandeur nature des innovations parce que le Living Lab va pouvoir mettre à disposition, en tout cas, faire le lien avec des groupes d'utilisateurs qui seront là pour à la fois faire des retours sur un produit, une idée ou un projet et co-construire avec les concepteurs. Ensuite, les Fab Labs, qui sont des espaces dans lesquels on va prototyper des solutions. Donc, il y a des communautés dans les Fab Labs qui vont aussi permettre de collaborer et d'imaginer des solutions. Donc, les Living Labs pour expérimenter et tester avec des utilisateurs, et les Fab Labs pour concevoir, pour maqueter, prototyper des idées et les tester, alors, pourquoi pas dans le cas d'un Living Lab. Alors, 3 autres espaces, donc les tiers-lieux d'innovation ou les labs d'entreprise, voilà, comme le Tech Shop de Leroy Merlin, qui ont à la fois pour objectif de communiquer sur les politiques d'innovation des entreprises et à la fois de réunir des usagers pour échanger sur des projets. On a aussi des plateformes de co-création qui sont plutôt des lieux collaboratifs comme My Starbucks ID ou les Open Makers du Club Med qui utilisent leurs clients, en tout cas les gens qui sont là, pour imaginer des solutions avec eux et en faire des bêta-testeurs. Et pour animer tout ça, on a bien des agences en innovation par les usages, qui sont des structures qui accompagnent les entreprises pour transformer leurs idées en innovation avec des démarches plutôt centrées sur le design thinking. Alors, le design thinking, justement,
Donc, c'est une approche d'innovation orientée sur la résolution de problèmes, donc qui nécessite de le comprendre, centrée sur l'humain et qui demande de comprendre ses motivations, ses besoins et son contexte. Donc, j'insiste sur le fait que pour faire cette phase-là, comprendre ses motivations, ses besoins et son contexte, ça ne peut se faire qu'en allant voir les gens. Et voir, et c'est encore une fois, ce n'est pas un questionnaire sur Facebook, c'est d'aller les voir dans leur contexte, leur usage, parce que c'est que comme ça qu'on pourra faire remonter des points de douleur qui seront le démarrage des idées qu'on peut imaginer pour les résoudre. Donc, Tim Brown, c'est lui. Donc, les 3 étapes d'un projet d'innovation sur des méthodes design thinking. Donc, l'inspiration, qui est la phase terrain, le besoin d'aller chercher des données auprès des utilisateurs. L'idéation, qui est le fait de générer une solution pour répondre à une problématique identifiée. Et l'implémentation, qui permet de prototyper, maqueter, tester avec des utilisateurs. Donc, sur le design thinking, voilà, les grands principes, c'est des phases de divergence, donc on va chercher des idées, et des phases de convergence où on réduit les idées pour à nouveau reconverger et diverger. Donc on a les trois temps, inspiration, idéation, implémentation. Ces 3 temps, on peut les détailler chacun. Donc toute la phase d'inspiration, d'aller voir le terrain, observer, comprendre, toute la phase d'idéation où on est sur des séances de créativité, le prototypage et le test, et toute l'implémentation jusqu'au modèle économique. Alors, les grands principes du design thinking, donc c'est une méthode d'innovation qui est une méthode d'innovation par les usages. Donc, le premier principe, c'est faire travailler ensemble différents types d'utilisateurs, de métiers, donc des ingénieurs, des gens du marketing, des créatifs. Et le principe étant de combiner au maximum des compétences analytiques avec des compétences intuitives pour que le mélange de tout ça aboutisse à des choses que chaque profession indépendante n'a pas. L'autre grand principe, c'est d'identifier une problématique et comprendre son environnement. On ne peut le faire qu'en allant voir les parents qui donnent le bain à leurs enfants. Il n'y a que comme ça qu'on peut se rendre compte de l'expérience qu'ils vivent et des difficultés qu'ils rencontrent. Autre principe, une fois qu'on a bien compris le contexte, trouver l'idée qui permettra de résoudre le problème qu'on a constaté auprès des utilisateurs. Ensuite, maqueter une forme qui donnera vie au concept. Donc, là, vous avez une petite maison en bois, mais vous avez vu que pour la banque, même pour du service, on peut maqueter quelque chose. On peut raconter une histoire qui est la maquette de la solution qu'on imagine. Donc, tout est maquettable. Il ne faut pas se dire que je ne peux maqueter que quelque chose qui est en volume. Je peux maqueter une interface en dessinant sur un papier. Je peux maqueter un service en racontant une histoire. Et évidemment, chercher du feedback terrain dès que j'ai ma maquette pour aller récupérer de la donnée et améliorer cette maquette. Donc, toute cette approche-là, elle est itérative. Donc, je fais une première version de maquette le plus rapidement possible, je la teste et je l'améliore. Et donc, prototyper, qui est le fondamental de cette démarche. Pourquoi? Pour explorer des espaces de solutions. Donc, on peut faire plusieurs prototypes avant d'arriver à quelque chose qui est pertinent. Ces prototypes, ils peuvent prendre différentes formes, ils peuvent être numériques, physiques, ça peut être des schémas, des dessins. Ils sont un moyen de communiquer des idées, donc déjà au sein de l'équipe, auprès des utilisateurs, voire auprès de financeurs également. Ils sont partagés publiquement, même s'ils ne sont pas finalisés. Il ne faut pas avoir peur d'aller montrer quelque chose qui est en pâte à modeler, quand bien même ce ne sera pas la version finale de l'objet, mais ça permet d'avoir un avis des utilisateurs. Et la visualisation, ça permet aussi d'impliquer les gens au sein de l'équipe comme au sein des co-concepteurs de l'équipe, en pensant aux utilisateurs. Voilà, et je terminerai sur la devise du MIT, qui est Demo or Die. Donc, maquettons, maquettons, maquettons le plus vite possible. Voilà, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, nous avons le temps. C'était très clair? Oui.
Bonjour, Bonjour. c'est Isabelle. Salut. Oui, c'était clair. Après, moi, j'ai une question sur le diag-usage. Du coup, c'en est où? Je pensais que tu allais présenter un peu l'outil aussi. Ce sera l'objet d'un autre webinar, le diag-usage. Là, c'était plutôt uniquement sur la méthodo et les principes de cette démarche-là. D'accord. Mais sinon, ça marche. Hein. Sinon, c'en est où? C'est toujours ouvert. Vous n'avez pas d'autres questions? Bonjour, c'est Vanessa, du coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, pour compléter ce qu'a dit Anne et par rapport à la question d'Isabelle, en fait, l'idée, c'est déjà de vous sensibiliser à c'est quoi une démarche d'usage. Et en fait, le diagnostic usage qui s'appelle maintenant Innover par les usages, c'est vraiment ce qui va permettre en fait à une entreprise d'intégrer cette démarche et donc de financer une prestation externe, donc de faire appel à un spécialiste des usages dans un projet d'innovation en phase de faisabilité, justement pour intégrer cette dimension usage avant de se lancer tête baissée peut-être effectivement dans la partie technique et de l'intégrer dès la conception en fait de son idée soit produit, soit service innovant, d'être sûr effectivement que ça colle bien en fait aux besoins des utilisateurs et que ça va trouver son marché surtout. Pas de questions chez personne? C'était clair? Vous avez tout compris? C'est ça. Bon. Et ben, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler plus tard. Si ce n'est pas aujourd'hui. Non, mais c'était clair, Anne. Pardon? C'est clair? Bon, c'est parfait. Eh bien, ce qu'on peut vous proposer déjà, donc on va faire rapidement la suite, donc le volet 2, c'est-à-dire un focus sur le dispositif et le montage des dossiers. Ce que je vais faire en attendant, c'est qu'on va déjà vous faire passer les documents, donc la trame d'un dossier, comme ça vous pouvez déjà par rapport à ce que Anne vous a présenté ce matin, un petit peu vous en imprégner et comme ça on partira pas de zéro quand on fera la présentation du dispositif en lui-même. Donc, je vous fais passer ça aujourd'hui. OK. bon, eh bien, si c'est tout clair et que vous n'avez pas des questions, je vous souhaite une bonne journée. je vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée à tout le monde. Bonne journée à toi. Et à bientôt. Salut. Merci. Salut. Merci. Salut. Salut.